Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Mhm. C'est OK? Bon, bah super. Donc, alors, je vous parle pas depuis Rennes, je vous parle depuis Angers, Ah, pardon. où, c'est pas de souci, où est situé le siège social de l'ADEME, donc l'Agence pour la transition écologique. Et donc, moi, je travaille au sein d'une direction qui s'appelle la direction économie circulaire et dans un service qui s'appelle le service sobriété numérique. Et donc dans ce service, on mène tout un tas d'études, et notamment d'études ACV, donc analyse de cycle de vie. Et dans le cadre de ces études, on a mené une étude avec l'ARCEP pour évaluer les impacts environnementaux du numérique en France, une étude qui est sortie en 2022 et qui a été mise à jour et ressortie en 2025 avec de nouveaux chiffres. Alors, il faudrait passer à peut-être la présentation, parce que j'ai une présentation. Je ne sais pas si On vous s- la voyez Si, derrière si, vous. on s'en occupe. Oui, oui. Voilà. C'est bon. Et ben le slide d'après, je veux bien. Donc c'est une étude ACV, donc analyse de cycle de vie, qui a fait l'objet d'une revue critique et donc qui respecte eh ben, toutes les normes qui sont liées à ces types d'études d'analyse de cycle de vie. Et quand on regarde l'impact environnemental du numérique en France sur une année, donc là c'est sur l'année 2022, eh bien on s'aperçoit que les impacts sont très loin d'être négligeables. C'est 29,5 millions de tonnes équivalent CO2, donc sur l'indicateur gaz à effet de serre. Pour donner des ordres de grandeur, 29,5 millions de tonnes, c'est équivalent à l'ensemble du secteur des poids lourds en France. Donc on est sur des émissions quand même euh, assez importante. C'est 4,4% de l'empreinte carbone de la France en 2022. Et puis, on n'a pas regardé que l'indicateur carbone, on a regardé une dizaine d'indicateurs ACV, et donc on a d'autres informations sur notamment la consommation électrique ou l'épuisement des ressources. Donc pour rester sur l'indicateur carbone, quand on regarde les trois grandes briques du numérique, donc d'abord les terminaux utilisateurs, donc c'est tous les équipements qui servent à nos usages numériques, donc les ordinateurs, les smartphones, les téléviseurs, mais aussi les objets connectés par exemple. Ensuite, on a la brique réseau qui permet notamment de transporter l'ensemble des données. Et puis la brique centre de données ou data center. Quand on regarde la répartition sur l'indicateur gaz à effet de serre, 50% des impacts sont liés aux terminaux, 4% au réseau, donc c'est assez faible, mais ça permet quand même euh, le déploiement des usages. On l'a vu notamment avec l'arrivée de la 5G qui a multiplié les usages et fait augmenter les impacts environnementaux sur les autres briques du numérique. Et puis 46% pour la brique data center, avec en gros une moitié située en France, avec des data centers situés en France, et l'autre moitié avec des data centers qui sont situés à l'étranger, avec notamment des mix électriques qui sont beaucoup moins décarbonés que le mix français. Donc ça, c'est pour la répartition suivant les grandes briques du numérique. Quand on regarde maintenant les différentes phases du cycle de vie, donc il y a d'abord la phase de fabrication, il faut aller extraire notamment les métaux, et puis ensuite il faut assembler pour fabriquer les équipements. Ensuite, on a la phase de distribution, donc ces équipements sont bien souvent fabriqués en Asie et consommés chez nous. La phase d'usage, donc avec notamment la consommation électrique qui peut être importante, et puis la phase de fin de vie. Et bien, quand on regarde toutes ces phases, les deux phases les plus impactantes, c'est la phase de oui, la phase de fabrication qui représente un peu moins de 60%, et puis la phase d'usage qui représente 39%, le reste étant sur les phases de distribution et de fin de vie.
Donc la fabrication et la phase d'usage qui sont majoritaires, 60% pour la fabrication, 40% pour l'usage. Ça veut dire que les deux priorités pour réduire les impacts environnementaux du numérique, c'est d'abord d'allonger la durée d'usage de nos équipements et donc derrière de mettre en place des politiques fortes pour promouvoir la réparation, pour promouvoir l'achat de produits et de terminaux reconditionnés, pour aussi travailler sur l'économie de la fonctionnalité. Donc tout ce qui va permettre une utilisation plus longue des produits. Donc derrière ça, il y a aussi les indices de réparabilité, les indices de durabilité qui existent notamment sur les télévisions. Et puis la deuxième priorité, c'est la sobriété dans nos usages, puisque 40% sont liés aux usages. Et donc derrière, essayer de se questionner systématiquement sur l'usage du numérique, puisque notamment les impacts sont déjà réels et importants et vont croître dans les prochaines années. Sur la question, l'indicateur consommation électrique, on est à 51,5 TWh pour les usages nationaux, donc sur le territoire du numérique. C'est 11% de la consommation électrique française qui sont liés aux usages du numérique. Et puis si on prend aussi la consommation des data centers qui sont situés à l'étranger, là on monte à 65 TWh. Donc presque autant que la consommation électrique totale de l'Île-de-France. Donc on est également sur des données assez représentatives. Et puis on a fait aussi dans cet exercice un exercice prospectif à 2030 et à 2050, notamment en prenant les 4 scénarios ADEME Transition 2050. Et ce qu'on voit, c'est que dans un scénario tendanciel, sur l'indicateur notamment gaz à effet de serre ou consommation électrique, on va avoir un triplement des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 si on suit les tendances actuelles. Et ce qui est particulièrement notable, c'est que c'est le numérique est quasiment le seul secteur économique qui va voir ses consommations augmenter, alors que l'ensemble des autres secteurs vont soit se stabiliser, soit diminuer, notamment, je pense, à la mobilité ou à l'industrie qui va réduire de 80% ses émissions de gaz à effet de serre. Sur le numérique, on est dans une tendance complètement inverse, avec une croissance extrêmement forte. Si vous pouvez passer au slide suivant. Non, celui d'avant. Donc, dans les indicateurs qu'on a regardés aussi, quand on pondère les indicateurs, si vous pouvez revenir à suite, voilà. Quand on pondère les indicateurs, l'indicateur épuisement des ressources et notamment épuisement des ressources minérales, c'est celui qui ressort en premier quand on parle du numérique. Et donc, on s'est intéressé aussi à la question du numérique et des métaux. Et on s'aperçoit qu'on a une dépendance extrêmement forte à un pays comme la Chine, puisqu'il est le premier producteur mondial de 15 métaux sur les 25 qu'on a étudiés. Donc premier producteur de 15 sur 25 et il est également quasiment majoritaire sur 7 métaux sur les 22 qui ont été étudiés. Donc on a une dépendance à un très petit nombre de pays sur la plupart des métaux qui sont utilisés dans le numérique. Et on le voit d'ailleurs en ce moment avec des conflits géopolitiques, notamment avec les États-Unis et leur demande d'annexer le Groenland ou de dealer avec l'Ukraine pour récupérer des métaux stratégiques. Donc, dans les années à venir, on va avoir sur le secteur du numérique et sur le secteur des métaux des conflits d'usage avec notamment les métaux de la transition écologique, puisque globalement, on utilise les mêmes métaux.
un recyclage qui est quand même assez limité. En gros, sur les 50 métaux qu'on peut retrouver dans un smartphone, on va en recycler un peu moins de 10. Et puis des métaux qui vont devenir particulièrement critiques comme l'étain, l'argent, le ruthénium ou le nickel. Donc une dépendance forte, notamment à la Chine, avec des questions de souveraineté qui risquent de se poser dans les années à venir. Et tout ça, tous ces chiffres qui sont présentés, enfin, qui représentent l'année 2022, c'est sans l'arrivée de l'IA générative. Et donc, ces chiffres sont probablement très largement sous-estimés, puisque l'arrivée de l'IA générative a un peu bouleversé, va bouleverser un peu toutes ces données. Donc, si vous pouvez passer au slide suivant. Et donc, avec l'IA, et notamment l'IA générative, qui a probablement un impact extrêmement fort et aura un impact extrêmement fort dans les années à venir. Alors, déjà, la première chose, c'est que il y a un peu une mode de l'IA et que maintenant, des usages qui étaient considérés comme numériques, je pense notamment au traitement de données et au big data, sont estampillés maintenant IA. Donc, il faut bien aussi distinguer entre l'IA générative et l'IA un peu plus classique qui existe depuis un certain nombre d'années. Donc, il y a une question de vocabulaire. Les impacts qui sont liés à l'IA, ils viennent d'où? Ils viennent notamment de la fabrication des GPU. Et donc, toutes les puces qui sont beaucoup plus puissantes que les CPU qu'on pouvait avoir, avec des impacts liés à la fabrication et notamment liés à l'extraction des métaux qui vont être beaucoup plus forts que ce qu'on avait actuellement. On a également une consommation d'énergie qui peut être très forte, qui est liée à l'entraînement notamment de tous les modèles génératifs. Et puis les grands modèles qui sont utilisés de manière, euh, d'une part, d'une manière croissante et d'autre part, d'une manière extrêmement forte, ont également des impacts importants. Donc, c'est lié notamment à la phase d'inférence et donc avec un nombre d'utilisateurs qui peut être très important. Et puis, il y a des impacts qui sont liés aussi au data center, à la fabrication des data centers, mais surtout à l'usage de ces data centers et aux phases de refroidissement, puisqu'il faut effectivement euh, amener beaucoup d'électricité pour pouvoir refroidir tous ces data centers. Et pourquoi s'inquiéter? D'une part, parce qu'on a une explosion très rapide de la taille des modèles. En 2018-2019, le modèle BERT avait 350 millions de paramètres. En 2021-2022, ChatGPT-3, on est passé de 350 millions à 175 milliards de paramètres, donc on a fois 500 en quelques années. Et puis on estime que GTP4 a 10 fois plus de paramètres que le 3. Et donc on est dans une croissance exponentielle du nombre de paramètres et derrière des impacts euh, qui sont liés à l'entraînement, à la phase d'entraînement et à la phase d'inférence. Tous ces modèles demandent aussi des réentraînements très, très réguliers. Donc, une fois que la phase d'entraînement est terminée, ça n'est pas fini parce que au cours de sa vie, il est réentraîné pour absorber de plus en plus de données très régulièrement avec des impacts liés. Et puis, on a évidemment des effets rebonds massifs avec des changements d'usage. Notamment, je pense à toutes les requêtes Google qui pouvaient être faites, qui ont tendance à basculer vers des requêtes IA, sachant qu'une requête IA, c'est 10 fois plus d'énergie consommée qu'une requête Google pour globalement le même résultat. Et puis, on a aussi un élargissement des usages avec un impact croissant.
et on est dans un phénomène d'empilement et pas du tout de substitution. Donc, c'est des nouveaux usages avec derrière des impacts environnementaux qui peuvent être extrêmement forts. Concernant les impacts de l'IA, alors il y a très peu d'études actuellement sur l'impact environnemental d'un modèle d'IA génératif. Donc nous, on est en train de travailler à l'ADEME justement à une première ACV avec un acteur d'un modèle d'IA génératif. Donc on a effectivement assez peu de données. Par contre, quelques données clés, c'est que 0,5% de la consommation énergétique mondiale d'ici 2027 devrait être liée à l'utilisation de l'intelligence artificielle générative. Une conversation ChatGPT, c'est à peu près 50 centilitres d'eau évaporée, donc notamment dans les data centers. Et puis une recharge, une image générée par IA, ça équivaut globalement à une recharge complète de smartphone. Et en fait, ce qui est inquiétant, c'est les différentes études qui peuvent être menées ou notamment celle par l'Agence internationale de l'énergie, qui a prévu un doublement de la consommation électrique mondiale liée au data center entre 2022 et 2026. Donc actuellement, en 2022, on était à 450 TWh pour les data centers niveau monde. On va passer à 1000 TWh. Donc c'est à peu près la consommation électrique du Japon. Donc ça, c'est juste en 4 ans, sachant que les usages vont probablement continuer d'augmenter suivant les mêmes tendances. Des études de Deloitte qui montrent aussi que d'ici 2050, on arrivera probablement à 3500 TWh. Donc après, va se poser la question eh bien, de la disponibilité en électricité, notamment sur le territoire français, mais un peu partout, puisque pour arriver à la neutralité carbone, il va falloir que les autres secteurs, notamment je pense à l'industrie et à la mobilité, s'électrifient. Et donc derrière, on aura probablement des conflits d'usage sur l'électricité pour décarboner d'autres secteurs. Et puis, ce qui est inquiétant aussi, c'est que les acteurs majeurs et la big tech sont tous revenus sur leurs engagements climatiques parce que ils ont une consommation notamment d'électricité qui a explosé, donc plus 48% pour Google par rapport à 2019, plus 29% pour Microsoft par rapport à 2020. Et puis il y a la question aussi des équipements qui vont être de plus en plus équipés de puces IA avec derrière des impacts environnementaux croissants. Donc la conclusion pour nous côté ADEME, c'est que d'une part, on a les IA génératives grand public qui concernent globalement l'écrasante majorité des investissements et notamment des investissements en France et probablement la très grande majorité aussi des usages. Et d'un point de vue environnemental, eh bien, il n'y a aucun bénéfice pour l'environnement. Au contraire, ça va être extrêmement impactant. On a ensuite des IA à vocation industrielle, et donc c'est tout l'objet de cette table ronde, qui vont permettre de l'optimisation, de l'efficacité énergétique, de la détection de panne, et puis de la maintenance prédictive. Donc ça nous semble intéressant, mais avec la question des effets rebonds à bien identifier et à bien étudier. Et on a une étude en cours en ce moment qui s'appelle IT for Green, où on regarde le bilan des impacts entre les effets directs et les effets indirects, et on voit que les effets rebonds sont, quand on utilise des solutions numériques, bien souvent à prendre en compte, en tout cas loin d'être négligeables. Et puis on a les IA qui sont plus à vocation scientifique, avec de nombreux cas d'usage très intéressants, notamment sur la météo, la prévision et l'anticipation des risques climatiques, mais aussi sur la santé. Voilà un petit point Ben, sur l'impact environnemental et merci puis beaucoup. sur l'arrivée de l'IA.
Merci Merci à vous. beaucoup, c'était très riche, et très instructif. Même si on a dépassé un petit peu, on a explosé un petit peu le temps, non, c'était très important ce que tu nous as dit là, ce que tu as partagé avec toute l'Assemblée. On t'en est très reconnaissant. Donc, tu restes connecté, tu suis la suite, et donc on va continuer directement.